toutes et à tous, merci d'être avec nous chaque matin dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré à la langue des signes, autrement dit la LSF. En France, entre 4 et 5 millions de personnes sont malentendantes ou sourdes. On peut tous apprendre la LSF, vous allez le voir, c'est une vraie richesse linguistique et gestuelle. Mais d'abord, on part retrouver comme chaque matin notre cher Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Salut Anne Fanté, bonjour à vous. Comment fabrique-t-on la farine ? Quel est le quotidien d'un meunier ? Autant de questions que je vous propose de répondre aujourd'hui. Nous sommes au moulin de Chancor à Bru en Ille-et-Vilaine et on va passer la matinée avec un vrai meunier en chair et en os. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous faire un petit topo sur les moulins en Ille-et-Vilaine ? Est-ce qu'il y en a beaucoup des moulins comme ici ? Alors, comme ici, on est à peu près 7 en Ille-et-Vilaine, 9 en tout avec 2 industriels. Et c'est un métier qui recrute. On parle de beaucoup de recrutement en ce moment. Vous recrutez pour le... Tout à fait, je recrute et nous recrutons tous avec une école. Bon, alors on essaiera d'en reparler d'ici la fin de l'émission justement, comment on devient meunier. Ça fait combien de temps que le moulin de Chancor existe ? Ça fait à peu près 10 siècles. On fêtera le millénaire en 2032. Il a été édité en 1032. Et mon grand-père l'a racheté en 1953. Okay. Mon père en 76. Moi-même en 2012. Et donc c'est une très très belle aventure familiale. Et alors vous aviez déjà depuis longtemps choisi de travailler avec de bonnes matières premières. Exactement. Il y a à peu près 40 ans, bien avant qu'on en parle, on a choisi la culture raisonnée, le respect de l'environnement, en supprimant des insecticides et des fongicides. Il y a 5 ans, beaucoup plus près de nous, on s'est converti avec une labellisation en bio en partie, en conservant quand même le raisonné. Et puis d'ici 2024, on va lancer avec des institutionnels de Rennes la filière Terre de Source qui sera de l'ultra local. Bon, vous croyez au commerce équitable, mais made in France ? 100%, je crois à la juste rémunération des agriculteurs, des éleveurs, parce que le jour où il n'y en aura plus, il n'y aura plus de made in France. C'est vrai. Ça, c'est de belles valeurs. Alors, on va s'approcher de la porte du moulin. Il y a un bruit de dingue à l'intérieur. Combien de décibels ? 94 décibels. Voilà, donc on ne peut pas rentrer quand les machines sont en marche parce que sinon on ne s'entendrait plus. Donc on va y aller tout à l'heure, vous inquiétez pas. Mais avant, vous nous avez préparé un petit peu de farine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait le charme de la farine artisanale ? Alors la farine artisanale, c'est très simple. Ça n'est que de la farine. C'est-à-dire qu'on écrase le blé, on lui laisse prendre le temps de plancher, comme on appelle ça. Donc c'est l'oxydation des particules de farine qui vont permettre à l'artisan boulanger de faire du véritable pain artisanal sans additifs, sans adjuvants. Parce qu'il pourrait y avoir quoi comme produit dans les farines industrielles ? Il peut y avoir des... L'Europe autorise 220 additifs et adjuvants. Ah donc oui. c'est très simple à comprendre. On peut avoir un véritable cocktail chimique et enzymatique ou alors, beaucoup plus près du consommateur, juste cette idée simple de farine. Sympa, on en apprend des choses. Alors juste, tant qu'à faire de vous avoir sous la main, vous êtes meunier, j'ai jamais réussi à me retrouver dans les tailles différentes de farine. À quoi ça sert la T65, la T45, la 85 ? Oui, effectivement, pour les novices ou les amateurs de cuisine, la nomenclature, comme on dit, de farine, c'est relativement simple quand on connaît, bien sûr, mais je ne suis pas neutre. Plus on monte, plus on va vers une farine complète et plus on va vers une spécialité de pain. Donc la type 45, la première en farine de blé, c'est pour la pâtisserie. La type 55 qu'on a délaissé un petit peu pour la pâtisserie et la boulangerie. La type 65 pour la boulangerie uniquement, de pain courant. La type 80 ou la farine bise pour des pains un peu typés campagne à l'ancienne, bon, etc. On ne pourra pas tout dérouler 150. parce qu'on n'a déjà plus le temps. On va vous montrer, vous faites aussi plein de farines différentes avec du seigle, du quinoa, de la châtaigne, on ira voir ça tout à l'heure. C'est ça. On va rentrer à l'intérieur et puis on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'arrêter les machines pour pouvoir vous en parler. Allez, à toi Anne Fanté, après vous. À tout à l'heure, Evan. Et je vous le disais, ce matin, on se penche sur la langue des signes, une langue encore trop peu méconnue. On fait le point en chiffres et en images. C'est quoi ces gestes ? J'apprends la langue des signes. Pendant la crise sanitaire, les interprètes en langue des signes sont passés au premier plan lors des conférences de presse et des discours officiels. Une bonne nouvelle pour les 100 000 personnes sourdes ou malentendantes et leurs proches qui l'utilisent au quotidien. La langue des signes est officiellement reconnue comme une langue à part entière depuis 2005 dans notre pays. Elle n'est pas universelle et diffère selon les pays. La LSF, la langue des signes française,
est constituée de 5 paramètres. Position des doigts et de la main, mouvement, emplacement et expression du visage. Elle comporte également une grammaire et une syntaxe. Les expressions du visage comme les mimiques des yeux, de la bouche, des joues, des sourcils sont primordiales car elles donnent des informations par exemple sur la vitesse de l'action, la taille ou la quantité d'un objet. Et le positionnement des signes par rapport au corps renseigne également sur le temps. Quand on se tient droit, c'est le présent. Quand on s'avance légèrement, c'est le futur. Et quand on recule, c'est le passé. Bien entendu. Et on poursuit la discussion avec Betty Sauré. Bonjour, vous êtes professionnelle de la petite enfance, assistante maternelle, vous êtes sourde depuis l'enfance et vous avez monté l'association L'Île aux signes. Sandra Sourignard, vous avez lancé les ateliers Différence. Et Sophie Moulin-Papon, vous êtes la gérante des micro-crèches Les Petits Pirates et Les Petits Babadins. Et Marie Lusurier, nous reviendrons sur votre association Astrée qui vient en aide aux personnes qui traversent des périodes difficiles. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vient de le voir, la langue des signes est reconnue officiellement comme une langue à part entière seulement depuis 2005. Et d'ailleurs, vous insistez, Sandra, pour dire que c'est une langue à part entière, c'est pas un langage. Tout à fait, c'est une langue à part entière. Une langue, elle est reconnue si justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a son vocabulaire, sa syntaxe, sa grammaire, mais il faut aussi qu'elle ait son histoire et sa propre culture. Et c'est la langue des signes. Alors après, je mets un petit bémol sur la reconnaissance. En 2005, l'article qui reconnaissait la langue des signes française, c'était surtout pour le choix des parents d'enfants sourds, parce qu'avant, la langue des signes était interdite pour les enfants sourds, et donc là, on reconnaissait qu'on pouvait choisir en tant que parent d'enfants sourds la LSF. Aujourd'hui, les sourds aimeraient que la LSF soit inscrite dans la Constitution. Comme la langue première des sourds, ça lèverait plein de freins et plein de frustrations par rapport à l'accessibilité des personnes sourdes. Et justement, avec le Covid, nous sommes tous obligés de porter des masques. Ça ne doit pas être facile pour les sourds et les malentendants. Comment vous avez vécu cela, Betty ? J'ai vécu ça très difficile. Je me demandais comment j'allais rentrer dans ce monde-là. Parce que masqué, honnêtement, j'ai l'habitude de lire sur les lèvres. Et là, j'ai plus d'autonome. J'ai plus d'autonome et puis j'ai eu une très grosse frustration. Je ne suis pas la seule. Tous les sourds vivent ça. Et ça bloque la communication. Du coup, on est obligé de dire à chaque fois, s'il vous plaît, enlevez le masque, mettez-vous à 1 mètre pour communiquer avec moi. C'est difficile à chaque fois de leur dire ça. Et le problème, c'est que les entendants ne se rendent pas compte. Oui, on ne se rend pas bien compte. Alors, ils gardent leur masque et ils parlent plus fort. Alors, ça ne sert à rien. Il y a encore des efforts à faire. Alors aujourd'hui, toutes les deux, vos activités tournent autour de la langue des signes. Vous organisez des ateliers auprès des enfants et des bébés. La société prend de plus en plus compte de la langue des signes quand même ? Oui, je pense qu'au niveau de la langue des signes française, oui, parce que on voit plus les sourds. C'est un handicap invisible. Donc, quand on voit les signes, on sent qu'aujourd'hui, avec le Covid, même les sourds montrent plus leur surdité quelque part. Après, sur les bébés signes, c'est pas de la langue des signes bébé, c'est vraiment, voilà, on prend des signes de la langue des signes. Là, par contre, ça a baissé. Dans notre activité, ça a baissé parce qu'on a besoin de rencontrer les parents, on a besoin d'être réunis, puisque c'est aussi un moment, un cocon un peu autour de la parentalité. Et puis, il faut aussi enlever les masques, parce que c'est important, c'est inimaginable. Il y a trop de protocoles à respecter. Il y a trop, donc c'est pas possible. Alors Betty, vous gardez des enfants qui sont entendants en général. Comment les parents réagissent quand vous leur apprenez que vous êtes sourde ? Alors, au premier entretien, souvent, ils sont étonnés. Ils me posent beaucoup de questions. C'est tout à fait normal pour la sécurité de l'enfant et tout. Et au fil du temps, ils sont contents parce que je donne une communication riche et en or. Parce que l'enfant, après, ils savent se mettre en communication avec tout le monde. Ils apprennent 2 langues, la langue des signes et la langue française. Oui. D'accord. Ils apprennent 2 langues. Et puis, c'est vrai, c'est une richesse pour l'enfant parce que l'enfant
pendant sa période préverbale, ça les aide beaucoup. À s'exprimer. Voilà. Et après, l'enfant, en grandissant, il parle moins la langue de signes, il parle beaucoup plus la langue orale couramment. Mais il n'oublie jamais. Non. Il n'oublie jamais la LSF. Il dit toujours, il y a des petits mots en signes, il le dit toujours. Ouais, d'accord. Et les enfants que je garde, j'ai gardé les enfants sourds aussi. Les parents qui ont des parents les parents sourds. Et c'est bien parce qu'on a une communication facile. Je raconte aux parents sur la journée de l'enfant, de tout. Puis, vous menez une vie normale, oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, ma vie est normale avec les enfants et puis je donne le bien-être. C'est ça, et c'est le plus important. Sandra Sorina, à quoi faut-il penser quand on signe avec des enfants? C'est quoi le b.a.-ba? La première chose, c'est que quand on fait avec les bébés, c'est pas de la langue des signes française. Donc on va pas tout signer parce que sinon l'enfant va être perdu et va pas pouvoir piocher les signes dont il a besoin. Donc c'est vraiment les mots-clés, les mots dont l'enfant peut avoir besoin. Un exemple par exemple? Un exemple, on va dire maman va changer ta couche par exemple. Donc là je vais juste faire maman et couche. Comme ça l'enfant plus tard quand il aura une couche qui va peut-être le gêner, au lieu de pleurer, de crier, il va pouvoir reproduire ce signe qui a à sa portée finalement, une main plate. Et c'est pas ce signe-là aussi? Changer la couche? Changer. Quand l'enfant commence à signer, on va pouvoir rajouter des signes. C'est ça qui est super, c'est que ça évolue. Après, le tout, c'est pas de connaître que les signes, c'est d'y penser. Souvent en structure, par exemple, avec les professionnels, je dis afficher des petits signes, parce que le fait d'avoir le mot affiché ou le signe, on pense à signer, parce que c'est pas forcément naturel. Ça l'est peut-être pour moi, parce que moi, mon mari est sourd, mais ça l'est pas toujours quand on travaille avec des enfants, notamment. Alors, on parle de structure, justement, Sophie Moulin-Paton. Vous êtes professionnelle de la petite enfance depuis 5 ans, depuis 35 ans, et ça fait 5 ans, justement, que vous utilisez la langue des signes dans vos structures. Ça a été quoi votre premier contact avec ce monde ? Alors, j'ai commencé à y penser en 2014-2015, où j'ai commencé à voir des livres qui parlaient de la langue des signes. Je commençais à entendre un peu plus parler. Donc, j'ai essayé, moi, de me renseigner et de le faire un peu seul avec mes équipes. Mais c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait appel à Sandra, qui, depuis 5 ans, nous forme au niveau de nos équipes. Donc, elle nous a formés dans la première crèche que j'ai ouverte avec mon réseau Crèche Expansion à Lamballe, en 2018. Et puis, ça a très bien marché. Et là, on est en train de faire une deuxième formation dans la deuxième crèche que j'ai ouverte à Couette-Mieux. Et on prévoit de faire la troisième formation sur Pordic qu'on va ouvrir aussi. Et on s'aperçoit vraiment que c'est vraiment porteur. Les enfants peuvent s'exprimer plus tôt. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, personnellement, dans cette démarche ? Alors moi, c'est de pouvoir mieux comprendre l'enfant plus tôt, parce que c'est quand même la base de mon métier, de pouvoir comprendre quand ils ont mal, quand ils sont tristes. On parle souvent du papa et du maman qui est au travail. Donc voilà, c'est quand même plus facile de faire ça pour dire maman, travail, que de sortir des mots. Donc on a des enfants qui ont 14-15 mois qui signent. Donc c'est quand même, c'est super, c'est chouette. On voit que du coup, c'est productif ce qu'on peut faire. Marie-Lise Durier, vous connaissiez un petit peu la langue des signes ? Écoutez, en tant qu'enseignante en philosophie, j'ai j'ai exprimé dans mes cours le rapport entre le langage et la pensée. Et je pense qu'être initié au langage dès les premières années, c'est très porteur pour l'intelligence, pour le développement de l'enfant, le développement du cerveau en particulier, je pense. Et finalement, quelles sont les richesses de la langue des signes qu'on n'imagine pas quand on ne connaît pas cette langue ? On peut communiquer à distance. On se dit toujours un sourd ne peut pas faire. Moi, je vous dis un entendant ne peut pas faire ça, par exemple. Communiquer à distance, se dire des secrets. Là, je pourrais dire quelque chose à Betty que vous ne comprenez rien du tout. On peut parler quand il y a du bruit. On peut tout exprimer avec la langue des signes. C'est pas limité. C'est même plus fort, je pense. Moi qui la pratique comme une seconde langue, c'est plus fort quand je signe que quand j'oralise, je trouve. Même de très loin, à la fenêtre, on signe. En 2 mots, c'est fait. Et ce qui est important aussi, c'est d'associer des signes aux mots et l'expression faciale a toute son importance aussi. C'est très important. Pour rajouter l'expression faciale et signée. Parce que, par exemple, pour les émotions, on ne peut pas dire je suis content. Je suis en colère. Et puis, je suis en colère. C'est pas possible. C'est faux. Donc, on dit je suis en colère. Je suis triste. D'accord. Là, oui, l'expression va avec. C'est très important.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a 5 paramètres justement dans un signe. Si on change un paramètre, et l'expression du visage fait partie de ces paramètres-là, ça change le sens du signe. On disait content, si je souris, ça c'est content. Si je fais le même signe avec une expression comme ça, ça veut dire que je suis barbouillée et je sens que je vais vomir. Et du coup, c'est juste un paramètre qui change et ça change le sens. Donc, l'expression du visage est importante. Même pour les enfants, c'est important parce qu'eux, ils ont besoin de l'expression faciale. Et même pour les émotions, ça peut être bien pour exprimer très important pour les enfants. les émotions. Et quels sont les signes qui vous sont le plus utiles à la crèche, Sophie? Alors nous, les incontournables qui reviennent souvent. Les incontournables, c'est manger. Manger, Encore, boire de l'eau, maman, papa. Il y a caca aussi. C'est important. Le caca, le pipi, mais ça on l'utilise plus tard pour les plus grands. Mais pour les bébés, on va commencer tout de suite par manger, câlin, tu pleures, tu veux la tétine, le doudou. On a à peu près, on va dire, une vingtaine de mots au quotidien qu'on va utiliser tout le temps. Et puis après, on y rajoute les fruits, les légumes quand on est à table, le jardin, aller faire du vélo. Enfin voilà, on a plein de signes qu'on peut rajouter avec l'habillage et tout ça. Alors il y a parfois aussi cette crainte. Est-ce que la langue des signes peut retarder la parole pour les enfants entendants? Je me tourne vers Betty parce que je pense que la réponse est assez claire. Vraiment, c'est faux. Alors là, c'est impossible. Au contraire, ça rajoute et ça aide un peu les frustrations et la communication non verbale aussi, c'est ce que vous me disiez. La communication verbale et tout. Puis ça ne retarde pas la parole. Au contraire, l'enfant, il signe déjà à partir de 5-8 mois, il signe déjà. Alors, ils disent quoi déjà? D'après vous, ils disent quoi à cet âge-là? Ils disent déjà au revoir, ils font déjà les marionnettes. Parfois, ils font encore aussi. Ils font plein de choses. Donc là, les signes déjà accompagnent leur parole. Donc, ça ne peut jamais retarder. C'est pas possible. Vous êtes d'accord, hein, Sophie? Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu des enfants qui parlaient en crèche et qui se sont accompagnés du langage des signes. Donc, ça ne retire rien du tout. Ça ne retire rien du tout. C'est vraiment... C'est complémentaire. C'est complémentaire. Moi, ils commencent par les signes, ils parlent après, mais même ceux qui parlent et qui arrivent au moment de la formation avec Sandra se mettent à prendre les signes quand même, alors qu'ils ont le langage. C'est vraiment complémentaire. La première étape de l'acquisition du langage, c'est de comprendre. Pour qu'un enfant comprenne un mot, il faut qu'il visualise. C'est comme quand on a un crayon, qu'on lui montre et on dit, tu vois, ça c'est un crayon. Sauf que parfois, on ne l'a pas. Et donc, quand on va le montrer, comme tout à l'heure, on disait petit escargot ou travail, il n'y a pas de pensée visuelle. L'enfant n'a pas forcément vu un escargot ou le travail de papa et maman. Et quand on vient mettre un signe, on aide à la création de cette pensée visuelle. Donc c'est super pour les enfants entendants, ça ne retarde pas. Et pour les enfants sourds, c'est clairement évident. C'est leur première langue. C'est leur première langue. Et ils signent beaucoup plus vite, ils enregistrent beaucoup plus vite. Et justement, pour clore ce dossier, on parlait du petit escargot, c'est la comptine préférée de mon fils que l'on signe. Je vous propose qu'on le fasse un petit peu ensemble pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble une comptine signée. C'est parti. C'est qui chante? C'est moi qui chante? Ah oui. Ok. Alors, c'est parti. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Alors Marie Lusurier, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas fini? Oui, je suis là pour apprendre. Absolument. Merci beaucoup à tous. Alors il y a la petite mascotte qui est venue de l'association L'Île aux Signes. Vos ateliers, ça s'appelle Les Différences. La différence. La différence. On peut retrouver toutes les informations sur Internet. Et merci Sophie d'avoir accepté de témoigner dans notre dossier du jour. Merci Betty, merci Sandra pour votre bonne humeur ce matin. Allez, on part retrouver Evan qui s'est rendu ce matin à Bru. Oui, en tout cas, dans la chanson Meunier, tu dors, vu le bruit qu'il y a habituellement dans un moulin, je ne sais pas comment le meunier il peut dormir. Vous n'y attendiez pas à celle-là. Bon, il faut s'imaginer que normalement ici, il y a 94 décibels de bruit. Donc on a dû couper les machines. Avant de commencer la visite, Emmanuel, combien de tonnes de blé transitent par ici chaque année? Chaque année, 2300 tonnes. Alors toujours, ça paraît gigantesque, on s'imagine un tas. En fait, on écrase juste 1000 kilos par heure.
Ah oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que 1000 kg de blé égale 1000 kg de farine? Non, 1000 kg de blé, c'est à peu près 800 kg de farine. D'accord. Et vous en faites quoi du restant? C'est l'écorce du blé, j'imagine? L'écorce du blé qui part à la nutrition des animaux pour faire des granulés. Donc, zéro déchet. Zéro déchet. Bon, alors maintenant, on va se focaliser sur ces machines qui semblent dater un petit peu. Effectivement, des machines que mon grand-père avait installées d'occasion déjà, donc qui datent des années 30 et qui sont ici en rotation depuis 61. Et alors, il y a quoi là, si on ouvre? Si on ouvre, ah oui, d'accord. on découvre l'intérieur avec les rouleaux qui écrasent la matière, les granules de grains. Donc le blé arriverait par là, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tombe ici, je vous laisse après expliquer la suite. Donc à travers ce rouleau de distribution et passe entre les deux. Ah oui, alors venez approcher parce que c'est intéressant là quand même. Très intéressant. Donc réexpliquer. Donc les morceaux de blé écrasés une première fois arrivent par ce rouleau de distribution, coulent entre les deux. Là on a 0,3 mm d'écart pour écraser la particule et qui va se transformer en dessous en farine, remonter par aspiration. Ah bah nous aussi on va remonter jusqu'au tamis. Pas par aspiration par contre. Donc juste une petite précision, si vous avez le mal de mer, fermez les yeux parce que à la caméra ça va bouger. Désolé d'avance Fabrice. On passe par une échelle de meunier et pendant ce temps-là, Emmanuel, vous allez peut-être pouvoir nous raconter un petit peu le rôle de l'association dans laquelle vous êtes intégré qui s'appelle les Petits Moulins de France. Oui. Coucou, ça va Fabrice, très bien. À quoi elle sert cette association? Petits Moulins de France, c'est une association de 63 moulins aujourd'hui, familiaux, qui écrasent moins de 7000 tonnes de blé par an et qui sont disséminés partout historiquement en France, d'Embrun jusqu'à Brest, en passant par Strasbourg, les pays pyrénéens, etc. L'objectif, c'est de protéger la petite meunerie artisanale locale et de promouvoir aussi un lien entre cette meunerie indépendante et la boulangerie indépendante. Très bien. Bon bah voilà, le message est passé. On termine sur le rôle du tamis. Le rôle du tamis dans cette très jolie salle. Alors cette salle qui est effectivement assez emblématique, beaucoup de bois, contient les tamiseurs. Alors c'est des machines qu'on appelle des planchisteurs qui en fait vont recevoir un mélange hétérogène de farine, de semoule et de boulange, et on va séparer les grosses particules qu'on appelle donc la boulange avec ça, avec ce type de tamis en bois, donc très ancien, mais qui fonctionne parfaitement encore aujourd'hui. Bon, et ensuite, à nouveau, grâce à des gros tuyaux, ça arrive dans la salle d'à côté, c'est ça? Dans cette salle derrière. Ah, la salle derrière, ok. Bon, nous, on va justement aller voir l'une des dernières salles, là où la farine est mise en sachet. Tout à fait. Voilà, donc on vous retrouve dans quelques minutes, le temps de redescendre l'échelle et de vous éviter ce petit moment mal de mer une deuxième fois. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant notre dossier emploi ce matin. Immersion dans une profession très sollicitée en temps de Covid. Voici le portrait de Véronique, psychologue dans une université. Je suis Véronique Garnier, j'ai 60 ans, je suis psychologue clinicienne et psychopathologue à l'université. Être psychologue, c'est pouvoir accompagner les personnes qui le souhaitent dans une démarche personnelle. L'objectif, c'est apaiser les souffrances, être à l'écoute, dans une écoute bienveillante, accueillir la parole des étudiants et leur permettre de rallumer une flamme qui est parfois vacillante. C'est important pour les étudiants de sentir qu'ils sont entendus. Oui, bonjour Véronique Garnier, la psychologue de l'université. Bonjour, on avait rendez-vous en distanciel, vous vous en souvenez? Et alors maintenant, en période de Covid, c'est vraiment très difficile pour eux qui ont eu l'habitude de vivre dans quelque chose d'assez confortable jusque maintenant. Et aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont majeures, qui les étreignent de façon extrêmement anxiogène. Et donc, il est difficile pour eux de trouver des raisons de se lever le matin, de continuer le cursus. On en parle beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, installez-vous. Alors, vous savez, il n'y a pas de process. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui a une demande et en fonction de sa demande, on s'adapte et on l'accompagne. Parfois, il s'agit juste du bon sens. Et une nouvelle lumière, un éclairage nouveau. Et parfois, on peut lui proposer d'utiliser des outils de visualisation. Moi, je suis hypnothérapeute, donc voilà, je l'accompagne aussi un petit peu dans une forme d'hypnose conversationnelle qui permet à un moment donné d'apaiser quelque chose, lever
quelques blocages. Le service est composé d'infirmières et de médecins. Et ma place au sein de l'équipe, c'est lorsque les étudiants ont une demande, lorsque dans leurs fonctions respectives, ils perçoivent qu'une consultation avec moi pourrait être utile à l'étudiant, ils lui proposent et puis ils m'en informent pour qu'on puisse au mieux accompagner les étudiants dans ce qu'ils vivent quand ils sont sur le campus. Ce qui est passionnant dans mon métier, c'est la découverte de l'autre et la façon dont on peut l'accompagner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne demande pas d'énergie, ça vous en donne. C'était le métier de psychologue. Pour en savoir plus, Sylvie Lissilour, conseillère Pôle emploi à Brest, nous a rejoint en visio. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Alors, il existe plusieurs types de psychologues. Oui, en effet, c'est un métier qui est très varié. On peut avoir des psychologues du travail, de l'enfance, de l'adolescence, des psychologues en neuropsychologie également. Donc, c'est vraiment très varié. Et quel est le niveau d'études requis pour exercer ce métier, Sylvie ? Alors aujourd'hui, le diplôme se passe majoritairement en faculté. Donc, on demandera d'avoir un diplôme Bac+5 actuellement pour exercer le métier. C'est possible de l'envisager par voie de reconversion ? Oui, aussi, parce qu'effectivement, des centres de formation à distance le font passer, le CNAM par exemple. Et aujourd'hui, on peut accéder à une reconversion par ce biais. Alors Véronique parlait tout à l'heure de l'écoute qui est fondamentale dans son métier. Quelles sont les autres qualités humaines requises ? Alors, il faut clairement avoir l'envie d'aider autrui et puis une forte empathie aussi pour aller justement capter la personne qu'on a en face de soi. Bon, la bienveillance également, comme le disait Véronique dans le reportage. Et c'est une profession qui recrute ? Oui, alors actuellement en Bretagne, on a 48 offres d'emploi liées au métier de psychologue. Donc c'est vrai qu'on a aussi les métiers qui sont autour de la psychologie. Et on a à peu près 66 formations disponibles pour accéder à ce métier et à ses dérivés. Et quels sont les salaires dans la profession et les débouchés éventuels ? Alors aujourd'hui, une personne qui débute pourra être rémunérée à hauteur de 2 300 € bruts environ. Après, ça dépend de l'ancienneté et du diplôme passé également. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces précisions et à la prochaine. Et c'est très souvent un thème qui revient souvent dans les psychanalyses ou les thérapies, le sentiment de solitude. Eh bien, sachez que vous pouvez donner de votre temps pour briser l'isolement des plus fragiles d'entre nous. Vous voyez comment ça marche. Presque une personne sur deux souffre de solitude en France. C'est fou. Engage-toi pour les aider. Pour sortir de la solitude ceux qui en sont victimes, on peut devenir bénévole dans une association, comme par exemple Astrée. Plusieurs types de missions sont possibles. Tout d'abord, écouter, soutenir et accompagner de façon individualisée et dans la durée une personne fragilisée par un coup dur. Disponibilité souhaitée, 1h30 par semaine. L'association propose également d'intervenir auprès de collégiens ou encore de faciliter le retour à la vie quotidienne après une hospitalisation pour des personnes fragilisées par leur état de santé et leur contexte de vie. Disponibilité souhaitée, une demi-journée par semaine. Une formation centrée sur l'écoute et la bienveillance est prévue. Jade, 21 ans, étudiante, a rejoint Astrée comme bénévole à la suite du premier confinement. Personnellement, je suis restée confinée seule dans mon studio, loin de mes proches. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point nous sommes des êtres de relation et à quel point on a besoin d'échanger, d'interagir et de partager avec autrui. De plus, le confinement a quand même mis en lumière et accentué le phénomène d'isolement. Et c'est une cause qui me touche tout particulièrement, ce pourquoi j'ai décidé de m'engager au sein d'Astrée. Donc n'oubliez pas qu'on peut tous agir à notre échelle pour lutter contre l'isolement. Alors vous aussi, si vous le souhaitez, donnez un peu de votre temps pour briser la solitude. Et l'association Astrée dispose d'une antenne en Bretagne dont vous êtes la responsable, Marie Lusurier. Rebonjour. Alors, votre association œuvre depuis plus de 30 ans pour lutter contre l'isolement et créer du lien social. D'ailleurs, vous distinguez 2 types de solitude dans votre association. Oui, nous avons l'habitude de distinguer d'une part la solitude objective, c'est-à-dire le manque de contacts sociaux, l'isolement, et d'autre part la solitude subjective qui se traduit par le sentiment justement de solitude, le fait de ne compter
pour personne de n'exister que secondairement, finalement, d'être traité par indifférence par rapport aux autres. Et le Covid aggrave ces situations d'isolement. Quelles sont les personnes qui vous sollicitent le plus aujourd'hui ? Alors actuellement, les personnes qui nous sollicitent, ce sont d'abord les jeunes, les célibataires, les aînés aussi, et les personnes fragilisées économiquement. Les enquêtes statistiques montrent qu'aujourd'hui, actuellement, 27% des jeunes entre 18 et 24 ans souffrent de solitude, souvent ou toujours. Et comment vous les aidez quand ils vous appellent ? Comment vous prenez soin d'eux ? Comment on essaye de remotiver quelqu'un qui n'a plus envie de vivre, ou en tout cas qui a des difficultés à se lever chaque matin ? Eh bien, nous les invitons à reprendre confiance en eux. Nous avons une méthode, tous les bénévoles sont formés à la méthode Astrée, méthode Carl Rogers, qui est un humaniste du XXe siècle, qui nous invite à d'abord l'empathie. L'empathie, c'est justement l'écoute qui permet de comprendre, enfin de repérer et de comprendre les émotions, la tristesse, la peur de la personne accompagnée. Nous insistons aussi, bien sûr, sur la bienveillance, sur la congruence d'authenticité. Il faut essayer de mettre ses idées ou son discours en accord avec ses actes. Alors, on peut vous contacter par mail ou par téléphone, mais il faut savoir aussi que vous proposez des accompagnements individualisés. C'est ce qui fait votre grande différence, d'ailleurs, par rapport à d'autres plateformes d'écoute. Voilà. La spécificité d'Astrée, c'est un accompagnement individualisé, c'est-à-dire que la personne qui nous sollicite, par téléphone ou par mail, nous lui proposons un entretien pour connaître ses valeurs, ses besoins. Et si nous considérons qu'elle est tout à fait d'accord avec ce que nous lui proposons, eh bien, nous essayons, en tant que référence, je la mets en contact avec une bénévole qui va essayer de lui redonner confiance, de la remotiver et de la faire accéder à plus d'autonomie. Justement, vous avez combien de bénévoles dans votre association ? Alors actuellement, à Rennes, nous avons 29 bénévoles et en tout en France, 650. 650. Alors tout le monde ne peut pas devenir bénévole Justement. Comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'étapes à passer pour obtenir en tout cas ce sésame et pouvoir aider un prochain. Alors 6 étapes. Dans un premier temps, c'est un petit appel téléphonique. Puisque le message est délivré sur le mail. Donc, je repère la personne, je vois un petit peu ses besoins. Je lui fixe un rendez-vous d'1 heure en entretien face à face ou éventuellement par téléphone. Et ensuite, eh bien, à partir de là, les personnes qui le souhaitent vont partir en formation, qui sont considérées comme susceptibles d'accompagner, vont partir en formation à Nantes, 2 jours, formation de Carl Rogers. Ensuite vient l'entretien post-formation. Et enfin, le suivi, ce que nous appelons le groupe d'échange et de pratique, 2 heures par mois. Et avec formation continue. Formation continue. Et enfin, justement, un repérage, une intervention faite par la référence une fois par mois. C'est très encadré. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre vos rangs, alors il y a un site, c'est astrée.so.fr. Tout à fait. Pour toute personne qui souhaite se confier, ils peuvent vous contacter au 06 21 49 60 64. Le numéro va s'afficher à l'écran. Et vous vouliez finir sur une note d'espoir, parce que c'est une association pour les déprimés, mais vous vouliez quand même finir sur une note d'espoir, Marie Lusurier. Oui, je veux bien citer Éluard. Les mots ne sont peut-être pas exacts, mais ce que je voudrais quand même rapidement dire, c'est que la nuit n'est jamais complète. Il y a toujours une fenêtre ouverte, une main pour aider la personne. Merci beaucoup Marie Lusurier pour vos mots. Allez, on part retrouver pour la dernière fois Evan qui est du côté de Bru ce matin. Il faut savoir que la farine qui est produite ici au Moulin de Chancor fournit une 60aine de boulangers dans la région, c'est ça Emmanuel ? Exactement. Alors peut-être que vous êtes un futur ou une future boulangère derrière votre télé. C'est pour ça qu'on va réviser un petit peu le vocabulaire du meunier. J'aimerais déjà commencer par savoir c'est quoi un gruau ? Le gruau, c'est de la farine du cœur du grain de blé, donc très pure, très bien destinée à la pâtisserie, notamment pâtisserie grasse où on va incorporer beaucoup de beurre,
du sucre, donc des gourmandises bien bretonnes. Ouais, exactement. Et la différence entre une farine semi-complète et complète, qu'est-ce qu'on a enlevé ou qu'est-ce qu'on a rajouté justement? On parlait du type tout à l'heure de la farine. La semi-complète sera 80 ou 110 et la complète sera 150. Donc on a vraiment l'intégralité du grain de blé avec la 150, l'écorce, le germe de blé et toute l'amande. Bon bah voilà, vous êtes presque incollable sur la farine, il y a encore pas mal de choses à apprendre quand même. On retrouve, on peut peut-être réexpliquer ce qui s'est passé. Depuis le bâtiment, on était tout à l'heure, la farine est arrivée ici, tamisée, c'est ça? Exactement, donc tamisée pour extraire donc que la farine et pas les écorces. Elle est expédiée en transport pneumatique pour éviter toute rétention et donc une belle qualité sanitaire, respecter le travail qui a été fait avant. Elle est stockée là en 2 silos de 4 tonnes pour être ensachée avec une machine qui permet de réduire les ports de charge, etc. Et stockée derrière nous donc sur des palettes prêts à partir ou préparés en commande. Et alors ici, vous ne travaillez pas que le blé, on va s'approcher un petit peu de ces bacs, c'est trop bien. Il y a différents types de farine. On va peut-être en présenter 2-3 et puis vous allez aussi pouvoir nous vanter un peu leur valeur nutritionnelle ou au moins ce qu'ils apportent. Tout à fait. On commence par lequel? Eh bien, le plus classique qu'on va trouver dans les boulangeries pour faire de belles baguettes de tradition française. Celui-là. Voilà, la farine biologique tradition française. Fabrice va vous montrer ça. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors moi, mon pain préféré, c'est le pain au maïs. Je pense que ça intéresse tout le monde de le savoir. Exactement. Un beau maïs d'Ille-et-Vilaine biologique, des semences anciennes. Et là, une farine de maïs qui va permettre effectivement d'apporter de la couleur, du goût. Le maïs, traditionnellement, c'est un gros apport de minéraux et donc là, très très bon pour la santé. Bon, alors évidemment, on voit du quinoa, plus du seigle, ça on connaît bien. Oui, non, le quinoa, ça on connaît pas très bien. Par contre, l'épeautre. Et moi, je voulais aussi qu'on parle du pain au levain. On en voit de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a de différent du pain traditionnel? Alors, le pain traditionnel, depuis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été principalement ensemencé, donc fermenté avec de la levure de bière, dans les termes Saccharomyces cerevisiae en latin. Oula. Et attention, la farine de blé contient naturellement des bactéries, des levures et des champignons sauvages. Et comme le vin, on va pouvoir fermenter le pain, la pâte à pain, naturellement, spontanément, grâce au levain. Donc le levain, ça n'est ni plus ni moins que de la farine, de l'eau, qu'on va laisser en contact et qui va fermenter, auto-fermenter. Ok, bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais le dire à votre place, mais vous mettez en lien des boulangers qui souhaiteraient reprendre des boutiques. Vous pouvez les conseiller pour reprendre des affaires. Tout à fait. Et pour conclure, quel type de poste est-ce que vous proposez ici au Moulin, par exemple, ou alors avec vos collègues d'Ille-et-Vilaine? Alors, la meunerie, aujourd'hui, ça recrute des préparateurs de commandes jusqu'aux ingénieurs en qualité, des commerciaux, ça recrute des secrétaires, des assistants de gestion, des conducteurs de camions. Et une école de meunier à... Exactement, à Surgères, à côté de La Rochelle. Donc, un très beau coin. Pour faire une belle carrière céréalière. Voilà, en tout cas ça donne envie. Merci beaucoup pour cette belle découverte, on a appris plein de choses. Merci. Et puis moi je vais ramener un petit sac de farine pour toi, une Fantée. Il est passé où? Quelqu'un l'a pris, c'est pas grave, j'en ai trouvé un autre. Comme ça tu vas pouvoir nous faire plein de croissants. Allez, fais chauffer le four, j'arrive et j'ai faim. Allez, merci beaucoup Evan. Merci à toutes nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de la langue des signes, je vous souhaite une bonne journée. Je crois que c'est ça, je ne me suis pas plantée. Voilà, bonne journée à tous. À bientôt.